Hello and welcome to Watches TV, and for once just wanted to start with a few shots of this UFO type timepiece we will talk about today, because yes, this is an incredible and spectacular time-telling machine, a multi-axis double tourbillon demonstrating the phenomenon of resonance. Sounds pretty exciting, right? So let's discover all about the deep space resonance by the super talented independent watchmaker Vianney Alter. And well, as you can imagine, this timepiece just didn't pop up by magic. I mean, he's been working on it for more than 25 years, naturally not continuously, but a key moment was back in 1996 when he had a bit less work and decided to pick up piano again and bought himself an old piano which needed frequent adjusting and tuning. So Vianney, being Vianney, he decided that he would learn how to perform this by himself, bought a tuning fork, started adjusting it, and soon started noticing vibration interference problems between the strings, noticing how multiple strings started resonating and how by adjusting each individual one he could reach the desired and perfect note. So more or less at the same time he was also working on some rather large old watch movements, and he realized that their hairspring were also producing their very own sound, just like the piano string. Well, that's one of those eureka moments hit him. And what if you could transpose the piano resonating tuning principle into watchmaking? Could you associate and adjust two hairsprings so that their interaction between them would lead to this resonating phenomenon? So a few years go by, and taking this idea forward, well, he bought a few old school Russian marine chronometers with their big cylindrical hairspring to try a few things out, but the mere size of these just meant that it would never fit into a wristwatch. So he went with smaller movements found in deck watches, also bought a few of these, and started assembling them together just to check if indeed something was happening between the hairspring, like on the piano chords. In 2006, he started drawing what would become his first demonstrator, built in 2007, but it took a few more years to expand on this, digging at the same time into deep scientific resources and the study of wave phenomenon. So yes, we're talking beyond mechanics with the deep space resonance, but let's now listen to Mr. Vianney Alter, who will very openly share with us some much needed details to better understand how this amazing machine works. And before this, well, I just wanted to point out that we filmed the one and only prototype, and we already know that the final version will feature some extra surprises, extremely ingenious and creative. Just love it. Okay, let's go to Sainte Croix, meet the man and his team. Enjoy. Mi-2017 jusqu'à courant 2020, très investi là-dedans pour faire tourner ce démonstrateur et pour comprendre comment il fallait construire, dans l'architecture technique, comment il fallait construire l'objet pour qu'il y ait un phénomène acoustique qui se produise et qui mette en phase les deux oscillateurs. Je dirais que courant 2019, ça a été une période très difficile parce qu'on obtenait de temps en temps un résultat mais qui n'était pas stable, c'était difficile à confirmer, c'était difficile à remettre en route. Donc on a essayé, je dirais, presque une dizaine de montages différents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui nous satisfasse. Le phénomène acoustique était dû à la construction en métal que j'avais dessiné et faite, qui permettait les échanges d'énergie entre les deux organes. Et une fois qu'on a eu ça, on a fait pas mal de tests pour voir si c'était stable, si ça fonctionnait bien. Et quand on a été content de ce qu'on avait, on s'est dit maintenant il faudrait faire une montre. Et puis la Deep Space était déjà existante et elle était déjà dans la philosophie de ce travail que j'étais en train de faire. C'était un produit, la Deep Space Tourbillon, c'était un produit qui représentait pour moi un instrument qui nous rappelait notre condition d'humain sur Terre dans notre compréhension de l'univers qui nous entoure, c'est-à-dire les 4 dimensions qui nous entourent, les 3 physiques et la 4e, le temps. Et du coup, ça donnait un instrument qui nous rappelait notre condition très rigide. Mais en fait, on n'est pas tant rigide que ça, puisque les ondes gravitationnelles arrivent à déformer notre volume et notre espace-temps. Donc, je me suis dit, le mieux, ce serait de pouvoir
Ça serait l'apothéose, ce serait d'incorporer à l'intérieur du Deep Space Tourbillon cette construction technique dans laquelle on pouvait exprimer encore un point supplémentaire qui est très philosophique au final. On ne déforme pas l'espace-temps dans notre montre, mais on se rappelle que ça n'est pas qu'un lien avec la matière et les choses qui se déplacent et ainsi de suite. Il y a un phénomène qui est au-delà de ça, le phénomène acoustique, qui est un peu différent que la mécanique. C'est pas des roues qui tournent. Donc on a dessiné une construction pour arriver à mettre tout ça au milieu du tourbillon. Ça nous a pris pratiquement une année pour la dessiner et à cheval dans cette année de dessin, une année pour la construire. Parce qu'une fois qu'on avait des choses qui étaient déterminées, on a commencé à travailler pour produire. Alors, il y avait encore des choses un peu mystérieuses parce qu'il fallait transposer la maquette à un produit final de poignet. Donc il y avait quand même un gros boulot à faire. Mais dans toute cette voie de travail, on a abouti à un produit fonctionnel qui, à ma grande surprise, quand je l'ai monté avec beaucoup de doutes et beaucoup d'appréhension, parce que j'avais encore pas fait d'essai à cette dimension et avec ce type de construction. On a dans la montre, on peut dire une seule source d'énergie et on doit passer à travers un différentiel pour pouvoir fournir les deux échappements avec une énergie équivalente mais de façon totalement indépendante pour que les balanciers et les échappements puissent tourner de façon libre, sans influence l'un de l'autre par rapport à ce qui leur arrive comme énergie. Donc ça demandait d'intégrer un différentiel à travers les axes du tourbillon, de faire tout tourner l'ensemble. Les roues fixes d'un tourbillon, elles devenaient mobiles. Il fallait pas se tromper sur les sens de rotation, il fallait pas se tromper sur la construction pour que les énergies soient parfaitement équilibrées. Il fallait setter les échappements aussi au mieux, setter les balanciers au mieux et les installer ensemble pour que tout ça fonctionne et constater oui ou non si ce que j'avais eu dans le démonstrateur allait fonctionner dans les trois axes du tourbillon. Et à ma grande surprise, j'ai eu un résultat qui était nettement supérieur à ce que j'avais sur le démonstrateur. Ça a beaucoup mieux marché que prévu. Sur cette pièce-là, on a essayé de faire tout au mieux avec l'art horloger traditionnel que l'on peut fournir dans un produit comme celui-ci. Typiquement pour les pignons, on les a tous polis à la meule de bois pour avoir un rendement maximum, pour garder une géométrie parfaite, pour que au niveau de transmission des puissances et de la fluidité des rouages, on ait quelque chose de top. Pratiquement immédiatement quand on met la montre en fonction, ça met à peine quelques secondes, il y a des fois ça met même pas une seconde. Les balanciers ils démarrent, s'ils démarrent un petit poil ensemble, ils sont déjà en phénomène de résonance. Après, on a bien vu que le phénomène de résonance, il n'était pas comme dans les produits qui existent à l'heure actuelle. Il n'était pas en forçant les balanciers à battre toujours dans le même sens. Autant celle de François Paul, qui utilise un type de principe, oblige les balanciers à tourner dans le même sens et à être une disposition extrêmement précise pour que ça fonctionne. Dans la Armstrong, ils utilisent un autre principe, mais la construction technique permettant de trouver une résonance ou un phénomène acoustique dans leur système fait que les deux balanciers tournent aussi dans le même sens, dans deux sens opposés, mais ils ne peuvent pas tourner à l'opposé. Dans la mienne, en fait, ça dépend du moment où ils trouvent la correspondance de la phase. Comme deux ondes qui sont l'une sur l'autre, on peut ne pas les voir parce qu'elles sont exactement l'une sur l'autre, ou elles peuvent être décalées d'un demi. Et en fait, au lieu de voir qu'une seule, on voit les deux, mais qui en fait créent un dessin qui se répète parce qu'ils s'entrecroisent toujours aux mêmes endroits. Et du coup, le phénomène dans la Deep Space Tourbillon a démontré cette capacité de pouvoir soit tourner quand c'était en phase ou en antiphase. Ça donne une relation entre les deux balanciers spiraux qui sont particuliers à la mécanique et qu'on n'arrive pas à interférer là-dessus. Ça dépend comment il démarre. Et cet effet-là fonctionne pratiquement dès le départ du remontage.
jusqu'à ce qu'elle s'arrête, même quand l'amplitude chute, puisque en fait, chaque balancier utilise à peu près la même quantité d'énergie et retransmet à travers l'un et l'autre les équilibres d'énergie. Les amplitudes sont, je dirais, au degré près, même en dessous du degré près, exactement les mêmes, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ça veut dire qu'à 280, elle est en phase et elle a 280 degrés d'amplitude pour les deux balanciers. Mais si elle a pratiquement plus de puissance et qu'on se retrouve à 100 degrés d'amplitude, les deux balanciers auront 100 degrés d'amplitude et toujours en phase. Et ça, c'était un constat qui a été vraiment agréable parce qu'il y avait encore un doute très important quand vous faites pour la première fois un montage pareil. C'est un peu comme un énorme amortisseur, mes trois axes. La cage centrale dans laquelle le phénomène de résonance s'effectue et on peut dire déconnecté ou mis à l'écart de l'ensemble de la montre. C'est certainement pour ça qu'il marche aussi bien. Le fait qu'il y ait tant de distance pour atteindre les organes réglants par rapport à la platine de base, je crois que ça le met, on peut dire, un peu comme dans une sphère protégée dans laquelle le phénomène n'a pas d'interférence extérieure. Et je crois que ça, c'est un des points sur lequel la surprise nous a montré ce résultat si positif. L'énergie qui existe dans l'organe réglant, qui n'est pas dans le balancier. Le balancier, c'est que de l'énergie cinétique. Il n'y a pas une énergie ondulatoire. L'énergie, elle est dans le spiral. Elle est chargée, déchargée, rechargée, tout le temps dans cet élément-là. C'est ça qui est la partie résonante de la pièce. Là, j'ai réellement quelque chose qui est un phénomène, moi je dirais, acoustique, parce que c'est un transfert d'énergie qui se passe entre deux lames vibratoires, à l'instar d'un diapason. Le diapason, depuis son invention ou depuis sa construction, on n'a jamais fait mieux que de fabriquer un diapason comme il est construit. C'est deux branches reliées par un corps commun, relativement léger, avec une poignée. Et ça marche super bien. Et en fait, ma construction, ça a été d'essayer de suivre cette idée-là. Au lieu d'avoir les deux branches du diapason, j'ai mes deux spiraux qui sont positionnés, je dirais, de la même façon, avec un pied commun qui permet justement de trouver le phénomène qu'on trouve dans un diapason. Ça, c'est un produit qui est super compliqué à construire. En fait, il fonctionne très bien, mais il y a quand même, juste dans les trois axes, il y a 370 pièces. On est pratiquement à 400 pièces juste sur les trois axes. Je ne parle pas de la boîte et du reste du mouvement. Donc ça, c'est quand même un produit assez exceptionnel. En plus, c'est un produit qui est unique. J'ai en plus déposé quand même 2 brevets pour le protéger. Un brevet sur le phénomène et un brevet sur la construction d'une cage à 2 oscillateurs, je dirais coaxiaux. Ça s'était encore jamais fait aussi en horlogerie. On n'avait pas eu une cage avec 2 balanciers parfaitement coaxiaux, libres et indépendants, mais coaxiaux sur la même cage. Donc ça, j'ai aussi protégé. Et je vais garder ce produit comme, je dirais, une espèce d'aboutissement dans une idée qui est apparue il y a déjà très longtemps, qui continuera à défendre l'idée de l'horlogerie comme on l'a ici et comme on l'a toujours vécu. C'est d'abord se faire plaisir à construire des produits horlogers, faire des produits horlogers originaux, autant dans la technologie que dans le design. J'ai toujours du mal, j'ai peut-être moins de succès que mes confrères parce que moi j'ai du mal avec les structures de design de boîtes extrêmement classiques et héritées d'un passé. J'aime bien chercher autre chose, des formes qui soient, je dirais, contemporaines, et de mixer ces formes contemporaines à une forme d'art, de développement technologique avec une représentation de notre héritage de savoir-faire en horlogerie. Cette complication ou cette nouvelle façon de mettre en fonction des éléments mécaniques et mobiles dans une montre, ça peut être un nouveau chapitre pour les années à venir, produire quelques pièces intéressantes. Bravo et merci. Je vous en prie.
Well, I hope you like this. For me, it's just one of these amazing examples that there are still so many paths to explore in mechanical watchmaking. Totally fabulous, and almost as fabulous as the workshop itself of Vianney Alter and his team. Just a great and inspiring environment. A nice little cavern full of treasures. And lastly, and for the French-speaking community out there, well, I clearly invite you to come to our website. Special link in the description box below, as we have the full extended version of Vianney Alter's interview on the subject, almost 40 minutes long, but so fantastically interesting. You will enjoy in French. Well, thanks for watching. Can't wait to do a follow-up on this Deep Space Resonance once it will be totally finalized, and a massive bravo for this. I mean, see you real soon, and viva inspiring watchmaking. See you.